cette journée, on va vous faire travailler. Et on va directement commencer, si vous voulez bien. Et ici, les trois intervenants ont été présentés. Et on a voulu, parmi ces trois intervenants, avoir quelque part trois profils différents, mais complémentaires. Parce que notre tâche, maintenant, c'est de convaincre les sceptiques qu'effectivement, un juriste peut parler clairement. C'est une lourde tâche que nous avons tous les quatre décidé de relever. Et donc ces trois profils, nous avons Ilona qui a été présentée, qui est plutôt la voix du citoyen. C'est ça. Hein. Xavier, c'est le scientifique, pur et dur. C'est un prof d'université, donc là on rigole moins. Enfin, comme ça, hein, en première vue. Et puis nous avons Paul-Marie, Empin, excusez-moi, qui lui représente le pôle administratif. C'est l'administration, on s'en rigole pas toujours non plus. On applique des règlements, on prend des règlements, et donc voilà, on va voir si en fonction de ces trois profils, trois angles d'attaque différents, il y a moyen de s'exprimer clairement en étant juriste. On a un petit peu envie de savoir qui on a en face de nous. Si vous êtes plutôt réticent ou si vous êtes plutôt en faveur du langage juridique clair. Et me présenter la face verte de votre feuille. Si vous n'êtes pas d'accord avec l'affirmation, ce sera la face rouge. Bon, évidemment, si nous avons des intervenants, chaque intervenant remplira son rôle d'expert et répondra à l'affirmation. Première affirmation. La simplification du langage administratif ou juridique dénature les règles et même les fondements actuels du droit positif. Il y a 3 verres. Il y avait 2-3 sceptiques, oui, c'est ça. Donc Xavier, parce que c'est Xavier qui devait répondre à cette affirmation, je te propose peut-être d'y répondre pendant le temps de midi, prendre les 3 personnes qui étaient contre. Donc tu as préparé pour rien, en fait. Hein. Non, je voulais simplement dire que j'aurais pu dire que je n'étais pas d'accord. Ça, c'était clair, c'était simple, mais je pense que ça pourrait laisser un peu le public sur sa faim. Et la deuxième chose qu'on peut dire, on peut se demander si cette phrase-là, elle-même, est claire. Proust disait que nous appelons claires les idées qui sont au même degré de confusion que les nôtres. Est-ce que, par exemple, dénaturer est un terme clair ? Eh bien, ça dépend de l'interlocuteur. Donc, la clarté d'un énoncé est vraiment fonction du destinataire. Et donc, ça, je pense que c'est très important de le noter. La deuxième chose que l'on peut peut-être discuter, est-ce que simplifier, c'est clarifier ? Pas nécessairement. La réponse la plus simple que je peux faire ici, c'est dire « non, je ne suis pas d'accord ». J'aurais peut-être été très simple, mais je n'aurais pas nécessairement été clair. Le plus clair, c'est un ordre. Sec, sans bavure, sans motivation. À partir du moment où les motivations commencent, à partir du moment où on commence à s'expliquer, je ne dis pas qu'une certaine confusion peut en résulter, mais plus on ajoute de précision, plus on veut être clair parce qu'on veut dire ce qui va sans dire, ce qui est le cas à l'heure actuelle, comme il n'y a plus de consensus sur grand-chose, ce qui va sans dire va encore mieux en le disant. Et donc ça, ce surcroît de précision entraîne une complexité supplémentaire. Et donc cette volonté de clarté, pour bien délimiter les champs d'application et les obligations, va de pair avec une complexité qui rend la clarté difficile. Voilà ce qu'on peut dire. Maintenant, on peut dire que même sur les textes qui ont l'air clairs, du genre pas d'animaux dans les lieux loués, c'est un texte qui a l'air clair, eh bien, c'est un texte qui n'est pas nécessairement clair. C'est clair pour les chiens, c'est clair pour les nouveaux animaux de compagnie, les crocodiles, les guépards et tout ce que vous voulez, mais un poisson rouge, on peut commencer à discuter. Est-ce qu'un poisson rouge est soumis à l'interdiction des animaux ? Tout dépend de l'objectif de la règle. Si on dit l'objectif de la règle, c'est d'éviter les perturbations, d'éviter le bruit, le poisson rouge devrait être admis. Donc la clarté d'un texte, elle peut exister, mais elle existe toujours de façon provisoire. Elle existe de façon provisoire sous démenti que va lui infliger une situation qui n'est pas prévue par la règle et une interprétation par le juge. Derrière cette exigence de clarté, qui est une exigence légitime, il y a toujours l'idée qu'un texte peut être autosuffisant, alors qu'il ne le sera jamais que par provision, jusqu'à ce que la vie le démente et jusqu'à ce qu'il soit obligé de s'appliquer à un cas qui n'est pas prévu. Voilà ce qu'on peut dire en première
première réflexion sur ce texte. En plus de son rôle d'expert, le juriste doit être un bon communicateur. Ilona. Vert, deux rouges là, un rouge là. Pareil, hein? C'est la même proportion que tout à l'heure, mais inversé. Iedereen zegt ja. Vanuit Wat Blieft zeggen wij natuurlijk ook ja, maar het is wel een ja, maar in de praktijk merken wij. Het blijft altijd heel erg moeilijk om die balans te vinden tussen de vaak toch moeilijke technische boodschappen die brieven of juridische documenten willen overbrengen en de woorden die mensen daarmee gebruiken en die overkomen. We zijn allemaal professionelen, we werken vanuit onze eigen blik, terwijl we eigenlijk net die lezer zouden moeten zijn om te weten welke woorden, welke zinnen aankomen. Vanuit Wat Blieft is een van onze hoofdtaken dat wij allerlei teksten, gaande van brieven tot grote reglementen, herschrijven en duidelijk maken voor het publiek. En daar horen ook heel vaak lezersonderzoeken bij. Dat wil zeggen dat wij gaan met een tekst naar de lezer gaan en vragen wat er volgens hen in die brief, in dat document staat. Dat is ongelooflijk verrassend. We hebben voor ziekenfondsen testen gedaan waarbij mensen een brief kregen in de envelop. Ze mochten die openen, de brief lezen en kregen dan 3 vragen. En de vragen waren, wat moet je nu doen? En mensen dachten op basis van de brief dat ze net het tegenovergestelde moesten doen dan wat er in die brief stond. Dat is heel waarschijnlijk herkenbaar voor jullie. Dat is wel een probleem. Want we merken ook als we vanuit Wat Blieft aan tafel gaan zitten met de juristen van de ziekenfondsen en met hen overleggen hoe het ook anders kan om documenten te herschrijven, dat het vaak zeer lange gesprekken zijn. Dus ik weet niet hoeveel juristen er in de zaal zitten, maar ik roep iedereen op om ook eens die test te gaan doen en met een groep mensen documenten te gaan lezen en dan te zien wat mensen eigenlijk allemaal niet begrijpen. Daarom, fantastisch als elke jurist zeer goed communiceert. En daarnaast, denk ik, is het doel van dit colloquium vooral kan ook zijn, zorg dat juristen zich inderdaad laten bijstaan. Het voorbeeld van Zweden is voor mij zeer inspirerend, omdat ik denk dat dat zo inderdaad zou moeten zijn. Mensen kunnen ook niet alles, maar mensen samen kunnen wel alles. Dus als juristen samenwerken met maatschappelijk werkers die dikwijls bijvoorbeeld zeer goed zijn om moeilijke boodschappen over te brengen, als zij samenwerken met linguïsten, met communicatie-experts, met ervaringsdeskundigen in de armoede, om maar iets te noemen, dan lukt het vaak veel beter. Dus voor mij is het een ja, maar. Laten we samenwerken. Les techniques modernes permettent beaucoup de choses et donc voilà, on peut communiquer et pour les juristes et pour tout le monde. On se rend compte qu'on a de plus en plus de gens, ça c'est notre expérience au niveau local, on a de plus en plus de gens qui ne savent pas lire ou qui ne savent pas lire les 2 langues usitées à Bruxelles, français et néerlandais. Et donc, notre idée est de passer à ce qu'on appelle des capsules, je crois, des mini-vidéos explicatives, y compris pour nos agents. On se rend compte qu'un balayeur, à partir du moment où il doit, parfois même son chef d'équipe, remplir une déclaration d'accident de travail, c'est effectivement, ça devient tâche impossible. Et bon, le service du personnel peut les aider, mais je dirais, ils n'ont pas que ça à faire, etc. Donc l'idée, et ça je crois, et ça oblige alors, surtout si c'est parlé et si ça n'est plus écrit, et que donc ça doit s'imprimer quelque part et qu'on doit expliquer quelque chose à quelqu'un de juridique, une procédure, un texte, une règle. Je pense que faire l'exercice, et maintenant ça porte un nom, j'ai une assistante qui m'a dit, ça porte un nom, il faut dire en 5 minutes... il faut exposer une thèse, enfin, etc. Je crois que ce genre d'exercice peut aussi nous aider à avancer vers la simplification et surtout pour tout le monde, pas seulement pour ceux qui ont déjà un certain niveau de compréhension et de lecture. X aantal punten als opleiding. Het lijkt me wel interessant als er ook zou kunnen worden gezegd dat mensen, juristen, die eens gaan praten met hun publiek, die eens gaan kijken wat hun lezers van hun teksten vinden, als zoiets kan tellen als opleidingspunten. Ga gewoon naar het publiek. Want nu zijn we weer professionals onder elkaar. Affirmation suivante.
Le langage juridique clair permet d'éviter les malentendus, les zones d'incompréhension. Vous en pensez quoi? Il y a deux, trois rouges, quelques rouges. On est face à une série de difficultés. De nouveau, il faut voir à qui on s'adresse. Et c'est la difficulté des règles, c'est justement de parvenir à être à la fois simple, mais complet. Ce que disait Xavier au début reprend ce que disait Paul Valéry, ce qui est simple est faux, et ce qui est compliqué est inutilisable. Et il ne faut pas beaucoup de mots pour être obscur et compliqué. Donc, petit exemple, un directeur d'une administration au ministère des Finances voit arriver l'huissier en plein travail dans son bureau et lui dit « Voilà, monsieur, la préposée qui reçoit les recommandés est malade, est-ce que vous pouvez le prendre, est-ce que vous pouvez signer l'accusé de réception ?» Et il dit « Oui, pas de problème. » Et en 4 mots, le facteur va dire quelque chose d'incompréhensible. Le facteur arrive, il dit « Donnez-moi le texte, donnez-moi le recommandé », et le facteur lui dit « Avez-vous une procuration ?» Ça n'a pas l'air très simple. Et en réalité, derrière ça, il y a une tonne de réglementation de la Poste, interne à la Poste, que ne connaît pas ce fameux directeur. Et le directeur dit « Mais je n'ai pas besoin de procuration. C'est lui qui avait signé la procuration pour la préposée. » Et donc il dit « J'ai pas besoin de procuration, c'est moi qui donne les procurations. » Et lui il répond quelque chose qui est tout aussi incompréhensible. Il dit dans un grand geste « P5, c'est moi. » Bien. Et donc on se retrouve là avec un facteur. Ça devait durer 3 minutes. Ça a pris une demi-heure. Et puis il n'a pas eu le recommandé. Il n'a pas eu le recommandé. Le percepteur principal de la Poste, c'était le centre monnaie, a téléphoné par après en disant « Écoutez, qu'est-ce qui se passe ?» Il dit « Écoutez, P5, c'est moi. » Ça, le percepteur a compris, il était au même niveau de compréhension. Et puis, on a fait compromis à la Belge. Le directeur s'est signé à lui-même une procuration. Ce qui fait que quand le facteur est revenu, il avait effectivement... voilà. Donc ici, attention, effectivement, le langage juridique clair, oui, comme disait Xavier, mais jusqu'où? Et de toute façon, vous avez la Constitution belge, dans la plupart de ses articles, est un modèle de simplicité, certainement telle qu'elle est sortie en 1831. On a un peu rendu les choses plus difficiles, mais bon, surtout en matière institutionnelle. Par contre, dans les droits, c'est quelque chose de très clair. Vous avez des bibliothèques remplies, évidemment, d'interprétations. Le droit de réunion, les Belges ont le droit de s'assembler paisiblement et sans armes. Vous avez des forts volumes d'interprétations. Vous avez une jurisprudence abondante consacrée essentiellement aux soirées dansantes. Pas du tout au droit politique, mais essentiellement aux soirées dansantes. Donc, oui, on peut gagner, mais il y a effectivement des limites. Jusqu'où aller dans cette simplification? Il y a un équilibre à trouver en étant toujours utilisable et en ne dénaturant pas le texte originel. Il faut toujours revenir au but de la règle. On oublie que les règles sont là pour aider les gens. Si vous avez besoin d'un passeport, c'est pour vous aider à circuler dans le monde entier. Ce n'est pas pour vous empêcher de circuler, mais c'est pour vous aider à circuler. Et si vous partez de cette idée-là en disant « mais quel est le but de la règle ?» et aussi « qui doit appliquer le texte ?» Ça, c'est aussi un problème. Qui doit appliquer le texte? J'ai des contrôleurs de stationnement, j'ai des gens qui vont dresser des PV en matière de sanctions administratives. Ils ont moins que les humanités. Et donc, dans certains cas, des agents taxateurs communaux, c'est parfois des gens qui n'ont juste leur primaire. Et encore, on a compté l'expérience utile comme s'ils avaient un diplôme. On peut les former, etc., mais il faut qu'ils utilisent un texte qui soit suffisamment clair et aussi pour le justiciable. Voilà. Merci. Merci. Xavier, tu voulais rebondir? Oui, je suis personnellement très opposé à cette phrase. Je pense que
la clarté est un idéal régulateur, mais ce n'est pas un idéal de clarté qui va permettre de dissiper les malentendus et les zones d'incompréhension, parce que fondamentalement, le langage est rempli de polysémie, est rempli d'ambiguïté. Donc ce qu'on peut faire éventuellement, c'est par un effort réduire les ambiguïtés, mais le droit est du langage naturel, avec une partie technique, et donc il y a des tas de termes dans le droit qui sont des termes polysémiques. Droit est polysémique, cause est polysémique, liberté est polysémique. Donc il y a une polysémie des termes qu'il faut essayer de limiter, on est bien d'accord, mais je ne pense pas qu'on éliminera les ambiguïtés et les malentendus. Je vais peut-être prendre un exemple pour me faire comprendre. Nous avons à Namur et ailleurs aussi probablement dans les universités des étudiants ingénieux. Il y a un texte de règlement d'examen concernant les tricheries qui dit « on peut avoir son code, mais on ne peut pas écrire des mots dans le code ». Bien, ça paraît être une règle claire. Qu'est-ce qu'on a découvert une année? C'est que des étudiants prenaient le fluo et dans les articles du code mettaient au fluo chaque première lettre de chaque mot. Et en reconstituant, c'est ce qu'on appelle la technique de la guirlande, c'est Noël, en reconstituant la suite des lettres, on parvenait à reconstituer le mot. Question d'interprétation, est-ce qu'il y a recopiage d'un mot ou pas? Eh bien, ça, c'est un problème d'interprétation. Le texte a l'air clair et la vie, ici la tentative ou la volonté de frauder, crée une zone d'incompréhension ou d'ambiguïté que le jury va devoir trancher par une interprétation. Et selon que l'on tranche, selon l'interprétation, selon la lettre ou selon l'esprit, on aura une interprétation différente. Alors que le texte, apparemment, est parfaitement clair. Oui, moi, à l'époque, à Namur, on pouvait quand même mettre un petit mot, donc... Alors oui, mais alors le problème, c'est qu'on va ajouter du texte au texte pour essayer d'éviter ce genre de choses. Et c'est pour ça que les textes deviennent de plus en plus compliqués. Le langage juridique clair renforce la confiance du citoyen, du consommateur, du bénéficiaire social. Het is een heel dubbel gevoel natuurlijk, hè? Want heel veel juridische boodschappen zijn niet fijn. Je kan ze duidelijk zeggen, dan zullen ze soms ook nog harder overkomen. Een boete blijft een boete, een regel blijft een regel. Het zal niet altijd het vertrouwen doen toenemen, maar wel het respect. Als mensen een boodschap krijgen die ze begrijpen, dan voelen ze zich ook wel gerespecteerd. Dat blijkt ook telkens uit lezersonderzoek. Dus dat is voor mij denk ik ook wel de belangrijkste boodschap. Breng het omzichtig, breng het met respect en breng het voldoende helder. Je ne t'écoutais pas. Oké, geen probleem. Sorry. Ik wil ook nog wel een voorbeeld aan geven. Ik heb zelf 3 kinderen gekregen. Ik ben hoogopgeleid, mijn man ook. We hebben zelfs ettelijke universitaire diploma's. En eigenlijk begrepen wij de documenten van het ziekenfonds niet. Dus dat was zo verwarrend dat wij ons echt wel afvroegen. En hoe zorgen we nu dat ik rustig in zwangerschapsverlof kan gaan? We hebben dat natuurlijk opgelost, geen probleem. Maar we hebben ons daar wel heel wat vragen bij gesteld. Mais la confiance, pour nous, est indispensable. Pour nous, administration, il faut effectivement qu'on ait une certaine confiance. On voit ce que le manque de confiance a donné dans un pays voisin d'une autre. Voilà. Et ce qu'il risque de donner. Ce que je dis toujours aux fonctionnaires chez nous, tant que les gens se plaignent, ça veut dire qu'ils ont confiance en vous. Alors les fonctionnaires ont difficile à encaisser ça, maintenant ils ont l'habitude. Je dis tant que les gens se plaignent, et je dis toujours aux gens, plaignez-vous vite. N'attendez pas que la situation est complètement dégénérée. Si vous ne comprenez pas le texte, si vous ne vous rendez pas compte, si vous vous dites mais ça ne va pas, dites-le tout de suite. Plaignez-vous tout de suite, calmement, gentiment, et tout le monde sera calme et gentil. Mais plaignez-vous tout de suite, et aux fonctionnaires, si on se plaint, c'est que, ou bien on a compris le texte, justement, et qu'on n'est pas d'accord, bon, mais ça veut toujours dire qu'on espère que vous trouverez une solution. Comme l'exemple que vous avez donné, tant qu'on se plaint, ça veut dire qu'on espère qu'il y aura une solution, et que quelque part, dans ces textes, on va trouver quelque chose qui va permettre d'avancer, de résoudre le problème. Eerst begrijpen waarover het gaat. Bijvoorbeeld in Vlaanderen, waarschijnlijk ook elders, hebben we al heel wat gehoord in de media dat de waterfactuur naar boven gaat. Dat wordt
wetten die meteen worden opgevuurd door de media. Iedereen is ongerust. Vanuit Wat Blieft hebben we nu de vraag gekregen om de reglementen en de brieven naar de burgers daarover te herschrijven. Ja, die zijn natuurlijk verschrikkelijk moeilijk. En daar zullen klachten waarschijnlijk ook op volgen. Maar stel nu dat vanaf het begin de juridische teksten zo helder zijn, dan zal de media daar ook veel minder op springen en het minder uitvergroten. En dan wordt het ook veel duidelijker voor burgers. Want uiteindelijk zal ook bijvoorbeeld niet voor iedereen die waterfactuur naar boven gaan. Je creëert ongelooflijk veel ongerustheid bij mensen die misschien ook niet altijd nodig is. En door helder te communiceren neem je ongerustheid weg en ga je wel naar vertrouwen. En naar minder klachten. Le langage juridique clair est impossible dans un contexte multilingue. Oui, je ne suis pas d'accord avec cette affirmation. Tu as mis le vert. Hein? Tu avais mis le vert. Hein? Tu avais mis le vert. Pardon. Moi, je ne suis pas d'accord avec l'affirmation. Ah bon, alors il fallait mettre le rouge. Pardon. J'y vais quand même ? Oui, Donc la première chose, c'est que le langage juridique clair, et ça c'est Olivier qui me l'a appris, est né dans un contexte multilingue, puisque c'est né au Québec de la revendication des francophones de pouvoir enfin disposer de textes qui soient dans leur langue et qui soient rédigés de façon claire, c'est-à-dire pas de façon à l'anglaise. Les Anglais rédigent des lois, et au dire même des juristes anglais, ce sont des lois qui sont excessivement complexes, peu claires, et donc il y a une revendication qui est venu d'un contexte qui est un contexte multilingue. Je pense que c'est important à rappeler. La deuxième chose, c'est de quel contexte multilingue parle-t-on ? Est-ce qu'on parle d'un contexte multilingue comme en Belgique où nous avons le néerlandais, le français et l'allemand, mais où quand même la culture juridique est commune ? Et là, me semble-t-il, il n'y a pas énormément de problèmes à pouvoir rendre compte des textes de façon relativement fidèle. Je collabore à un cours de terminologie juridique néerlandaise en droit des obligations. La plupart du temps, les équivalents se trouvent sans trop de difficultés. Je reconnais qu'il y a des divergences qui sont en train de se faire sous l'influence notamment hollandaise, mais globalement, les difficultés ne sont pas insurmontables. Là où c'est beaucoup plus difficile, dans un contexte multilingue, c'est quand vous avez des traditions juridiques qui sont des traditions juridiques différentes. Par exemple, si vous avez une tradition juridique de droit civil, comme la nôtre, comme le droit allemand, et que vous êtes confronté à des problèmes de traduction ou de co-rédaction avec une tradition comme la civil law. Parce que là, les concepts sont très différents et on se heurte à des problèmes énormes de traduction parce que certains concepts ou certaines institutions n'existent pas dans une tradition ou pas dans une autre. Le problème aussi, c'est celui, enfin, il y a quelques anciens étudiants ici, c'est celui des faux amis. Vous avez en droit de la responsabilité civile ce qu'on appelle la négligence, la faute par négligence. Il y a la negligence en anglais, en droit de la common law, ça vise quelque chose d'assez différent, alors qu'il s'agit d'un terme pratiquement identique. Contrat, il y a les contracts en droit anglais, mais le contract en droit anglais n'a pas grand-chose à voir avec le contrat en droit belge ou en droit français. Donc là, il y a effectivement des difficultés. Alors, est-ce que ça rend le langage juridique clair impossible ? Non, je ne pense pas. Parce que, d'une part, il est possible, même si ça prend plus de temps, de faire monter des textes en même temps. C'est ce qu'on appelle la co-rédaction dont le Canada a une belle habitude. Et au niveau de l'interprétation, je dirais que ça peut contribuer à clarifier l'interprétation des textes. Je vais en prendre un exemple qui se situe au niveau de la communauté de l'Union européenne. La Cour de justice de l'Union européenne, quand elle doit interpréter une directive qui fait problème, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle prend les différentes versions linguistiques de la même directive et les confronte. Et de la confrontation de ces différentes versions qui sont toutes considérées comme des originaux, elle va faire sortir une interprétation du texte basée sur la comparaison des différentes versions linguistiques. Et on a là un nouveau mode d'interprétation qui n'existait pas auparavant, qui est dû à la coexistence de différentes versions linguistiques d'un même texte. On peut aussi envisager la même chose en droit belge, et d'ailleurs les juges ne se font pas faute de le faire, de comparer différentes versions linguistiques, et les comparant retournent à la volonté du législateur pour voir quelle est la version linguistique la plus conforme à la volonté du législateur. Donc je pense qu'il ne faut pas dire trop vite que le multilinguisme peut aller à l'encontre de l'objectif de clarté. Il faut être prudent, c'est quand on a des exemples où il y a un exemple très célèbre, où Israël, aux Nations Unies,
jusqu'en 1967, s'exprimait en français, le délégué d'Israël s'exprimait en français. Et puis, comme il y a eu la fameuse résolution 242 qui dit en français « Israël doit évacuer les territoires », et en anglais c'est « Evacuation of Territories », donc de territoires. Et donc, du coup, le délégué israélien, depuis lors, s'exprime en anglais parce qu'ils ont choisi, de la déclaration 242, ils ont choisi la version anglaise qui ne les oblige pas à évacuer tous les territoires comme c'était le cas en français. Donc ça, c'est le contre-exemple, mais c'est la preuve qu'en reprenant, et c'est ce que nous faisons tout le temps, en reprenant les versions, parfois quand on a des règlements et on ne sait plus, même au niveau communal, on dit tiens, en matière de personnel, qu'est-ce qu'il en est, le statut du personnel, il y a des règles un peu anciennes, mais on reprend les deux versions effectivement. L'autre problème, c'est quand vous avez des conceptions différentes, et le droit économique français, dans les années 80, a été mis en forme, sous forme de base de données juridiques, par une firme d'Atlanta aux États-Unis. Donc déjà, des gens qui ont l'idée common law, qui ont interprété le droit économique français, et qui ont, en plus de ça, fait encoder à Taïwan. Taïwan, ces gens connaissent jusque 10 000 caractères, 10 000 idéogrammes, mais ils sont analphabètes, évidemment, avec l'alphabet latin. Donc ils ont tapé de manière très consciencieuse des choses qu'ils ne comprenaient pas, et même avec un alphabet qu'ils ne maîtrisaient pas. Donc là, on peut avoir... Alors, le gouvernement français a pris les devants, on a subventionné des firmes françaises qui l'ont fait, mais pendant toute une époque, c'était la seule chose qui existait. Là où moi j'ai un petit peu peur, c'est que tout doucement, avec la communautarisation, je dois dire, quand je dois lire un texte juridique en néerlandais écrit aux Pays-Bas, je mets 3 fois plus de temps que lorsque c'est un texte qui est écrit en Belgique. Comme vous dites, on a la même culture juridique. De Nederlands taal in België hebben de Latijnse versie, de Latijnse juridische interpretatie. Dat is niet het geval, minder het geval in de Nederlanden. Voilà. Donc, est-ce qu'on ne va pas arriver à une évolution, à une distanciation, comme les deux Allemands, tout doucement, commençaient à s'écarter entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest? Dernière affirmation. Le langage juridique clair permet d'économiser du temps. Qui dit économiser du temps dit gagner de l'argent. Vert et rouge, hein, c'est partagé. Paul-Marie. Plus le texte est clair et univoque, au plus on gagne du temps, au moins vous avez de litiges. Quand je parlais tout à l'heure de déposer plainte, c'était simplement donner un coup de fil, passer au bureau pour dire tiens, qu'est-ce qui se passe, on n'est pas d'accord, etc. Donc au moins on a de plaintes, au moins on a de contentieux, et aussi, au plus facilement, quand il y a un contentieux, on peut le résoudre et nous avons créé une phase pré-contentieuse. Nous avons notre commune et ça nous a obligés justement à simplifier beaucoup de choses. Nous sommes certifiés ISO 9001 comme une autre commune en Belgique et nous avons donc une mission statement. Dans la mission statement, un des points, c'est assurer les services administratifs. Dans notre vision à moyen terme, nous avons ouvrir 1001 portes en 2018 et l'essentiel sera consacré, de nos efforts, sera consacré justement à la simplification des procédures, à la simplification du langage juridique, que ce soit dans nos réponses, que ce soit dans nos textes. Parce que dans nos valeurs, nous avons... Et vous ne pouvez pas être équitable, et c'est une des valeurs, l'équité, vous ne pouvez pas être équitable si vous créez une scission dans la population en empêchant une partie de cette population de comprendre les règles qui vont s'appliquer à elle. Et le respect, c'est un minimum de respect que d'être compris par les gens à qui vous vous adressez. Quand même signaler, à mon avis, une grosse ambiguïté du langage juridique clair. D'une part, le langage juridique clair permet d'augmenter la confiance du citoyen, de protéger le consommateur, favorise l'accessibilité, mais il y a une toute autre signification du langage juridique clair qui circule au niveau de l'Union européenne, sous le terme « smart regulation », qui provient de la volonté quand même des entreprises de ne pas être écrasées par les contraintes administratives. Et là, le langage juridique clair signifie une analyse coût-bénéfice qui va permettre de gagner en efficacité. Donc, on est dans deux objectifs qui sont très différents. Et donc, on assiste au niveau de l'Union européenne à une volonté
soit de simplifier des législations, soit de ne pas en prendre et de passer à l'autorégulation pour gagner en économie, en efficacité, ce qui ne va pas nécessairement de pair avec un autre objectif qui est la protection du citoyen et du consommateur. Donc sous langage juridique clair, il y a deux choses assez différentes qui se cachent. C'est l'ambiguïté du langage. Oui. On va vous demander maintenant si nos intervenants ont été clairs. Vous savez me dire si c'était rouge ou vert? Parce que leurs interventions étaient brillantes, selon moi. N'ayez pas peur, hein. De toute façon, on a le spot dans la figure, donc on vous voit très peu.